3, 4 heures, peut-être 5 heures, parce que j'ai pas sommeil. Et après, ben, je vais dormir, mais selon la loi encore, vers les 5h30, il faudra que je me lève pour pouvoir travailler. Alors voilà. Et là, peut-être je serai fatigué. Ça, c'est la loi. Avec tout ça, Edmond ne choisit pas toujours où il mange. Mais ce restaurant lui convient parfaitement. Ce n'est pas l'ambiance de chez son ami Bébert à Avignon, mais on est servi à table et il y a un menu spécial routier dans les 60 francs. Bonjour. Une personne, s'il vous plaît. À quoi on pense tout seul au restaurant? À quoi on pense quand on mange tout seul? Ben, on pense déjà qu'on aimerait bien manger avec sa femme en face. C'est déjà la première des choses, ou avec les enfants. Un beau lever de soleil comme ça. Ça et vous respectez toujours la vitesse? Mais oui, moi je suis bridé. Il y a une législation qui dit c'est bridé. C'est bridé, un point c'est tout. Pour moi c'est ce que je vous dis depuis longtemps, ça là. Ça c'est à moi, c'est à personne d'autre. Le jour que je l'ai plus, même pas mes enfants, je peux aller les voir parce que j'aurais même plus le permis de voiture pour me déplacer. Alors maintenant, je dis, ça c'est à moi, c'est mon permis de travailler, j'essaye de le garder le plus longtemps pour travailler. C'est tout. Ce camion derrière vous, qu'est-ce qu'il représente à vos yeux? Qu'est-ce qu'il représente? Il représente ma maison déjà, puisque ça fait 30 ans que j'y dors, que je roule dedans, que je vis dedans, j'y mange pas, hein. Bien que ça m'est eu arrivé, mais il représente 30 ans, il représente celui qui m'a pas permis de voir grandir mes enfants, il représente celui qui m'a donné tout ce que j'ai maintenant à la maison, et il représente ma vie. Maintenant, je dis, il est beau, il roule bien, mais ce que je voudrais aussi, c'est que dans 5 ans, je ne le voyais plus. Et là, ça fait rien. Je lui ferai un petit bisou sur le front et je dirais, allez, place aux jeunes. Et Edmond, il y avait un écran de contrôle qui, pendant la diffusion de cet extrait d'Envoyé spécial, nous permettait de voir votre réaction et vous étiez vous-même ému en vous revoyant et en revoyant ce reportage d'Envoyé spécial. Oui, je suis très ému. En plus de ça, je félicite toute l'équipe d'Antenne 2 qui a fait ce reportage, parce que dans le récit que j'avais fait, j'avais pas mal critiqué de personnes, et surtout la législation en vigueur, qu'on ne respecte pas. On l'a fait respecter, on ne l'a fait même pas respecter aux étrangers. Vous savez très bien que là, bon, je parle au syndicat, je parle au patron. Nous avons en France une législation qui a été votée, qui a dit que tous les camions neufs qui étaient sur le territoire français, ou même tous les camions neufs qui sortaient d'usine, devaient être bridés. Je me demande pour quelle raison tous les étrangers qui roulent avec les véhicules neufs ne sont pas bridés. Bon, là, c'est déjà les représentants de la loi et je me demande pourquoi personne ne dit rien. Autre chose, c'est que tout à l'heure, je vous ai parlé des 0,5 minutes que mon patron m'a envoyé une lettre. Là, je voudrais y revenir dessus. Quand on m'a dit, surtout monsieur, je pense monsieur Poletti, 5 minutes, non, c'est pas verbalisable. Mais je ne regarde pas la verbalisation, moi, monsieur Poletti. Je regarde tout simplement qu'au bout de 0,5 minutes, moi, s'il y a un véhicule qui vient s'encastrer en dessous le camion, on me dira, monsieur, vous avez dépassé le temps de travail. Et c'est moi qui sera responsable, ça sera personne d'autre. Parce que mon patron, justement, quand il m'envoie une lettre, il me prévient qu'il ne veut pas que je dépasse ce temps de travail. Alors je demande à d'autres patrons, justement, de le faire respecter, comme nous, on nous le fait respecter. Et qu'on le fasse respecter aussi aux étrangers qui traversent le territoire français. Et que ça, c'est pas vrai. On les verbalise, on les verbalise, on les immobilise même pas. Tandis que nous, on nous immobilise. Je fais de l'Italie pour 83 km à l'heure, monsieur. On vous enlève le permis de conduire sur le champ en Italie. Hein? Et en France, négatif. Vous allez en Allemagne, c'est de 6 h du matin dans l'après-midi. Vous avez interdit les camions de se doubler un derrière l'autre. Toute la ligne sur les autoroutes, on roule un derrière l'autre. En France, vous voyez tous les étrangers, quand ils passent les frontières, c'est la cacophonie, c'est quelque chose d'inimaginable. Alors, nous, personnellement, on essaye de faire notre travail comme il faut. Mais faisons respecter les législations qu'il y a en vigueur. Et un point, c'est tout. Et vous verrez que tout ira bien. Alors, d'une façon ou d'une autre, directe ou indirecte, les uns et les autres, vous adressez souvent au gouvernement. Sachez
je le dis aussi par souci d'honnêteté, que nous avons invité Jean-Claude Guessot. Il n'a pas souhaité venir sur ce plateau. Là, Edmond Abbas, à l'instant, s'est adressé à Poletti, il aurait pu s'adresser aussi à vous. Est-ce que les représentants des syndicats, vous n'avez pas l'impression que la base est très déterminée et qu'elle vous a, de ce point de vue, surpris samedi? Parce que vous étiez prêt dimanche, vous, à signer un accord, un préaccord. Est-ce que... Monsieur Amar, moi j'ai bien écouté ce qu'a dit ce camarade, et j'aimerais qu'il passe 2 minutes le micro à Ali Chebara qui est juste à côté. Et Ali, tu vas donner ton bulletin de paye, tu vas tout dire, parce que moi je voudrais bien quand même qu'on connaisse exactement. Salut Ali, et puis vas-y. Attendez, si vous, on peut changer de place là. Hein. Vous n'avez pas répondu à ma question. Donc. Alors attendez, parfois la télévision cherche des animateurs de talent, donc pour monter l'audience. Mais monsieur Amar, moi je ne suis pas un animateur de talent, mais j'aime bien que les choses soient dites. Or, personne n'a voulu dire ce qu'il avait sur son bulletin de paye. Moi je demande à Ali de le dire, et il va vous le dire. Non, mais par contre, par rapport à toutes ces affaires, en ce qui nous concerne, j'aime autant vous dire qu'on est sacrément soucieux sur cette affaire, sur la réglementation, que moi je ne tolère pas qu'on puisse dépasser 5 minutes. La meilleure preuve, c'est que si effectivement demain, dans n'importe quelle entreprise, et je pense que vous serez d'accord avec moi, je me plais à dire qu'il n'y a pas une entreprise qui est au-dessus du trait, il y a en dessous le trait, et il y a toutes les nuances de gris jusqu'au noir très foncé. L'inspection du travail, lorsqu'elle se déplace dans une entreprise, elle constate malheureusement et systématiquement que bien souvent, c'est entre... Allez, un minimum de 40 procès-verbaux. Il y a même certaines entreprises, et pas obligatoirement les plus mauvaises, même chez Calberson, où effectivement on arrive à trouver jusqu'à 160 infractions. Donc, allez, je ne veux pas censurer Ali. Ali, votre fiche de paye? Oui, bonsoir. Notre fiche de paye, comme notre camarade Roger Poletti vous l'a précisé, elle est vraiment pas élevée pour les heures effectuées. Donne le chiffre. Ça fait aux alentours de 8200 francs bruts, pour un total de plus de 200 heures passées, mais largement, haut la main, puisqu'on ne les compte même plus, à l'heure actuelle. Pour la simple et bonne raison, c'est que derrière, on est poussé par des cadences infernales. Le travail du samedi, le travail du week-end, on connaît très bien. Et ça n'arrête pas. Ce qu'on réclame, c'est 10 000 francs pour 200 heures. Et on le sait très bien que malgré qu'on aura les 10 000 francs, si toutefois on arrive à les avoir, les 200 heures seront largement dépassées. On est dans une profession où les heures, on ne peut pratiquement pas les maîtriser, parce qu'on est prestataire de service et qu'à tout moment on peut avoir des problèmes en cours de tournée ou en cours de route, ou des heures d'attente, ou des heures d'astreinte, ou des problèmes quelconques. Là je m'adresse aux deux patrons, Sabine Sherman et Philippe Fournier. Est-ce que vous voulez donner les 10 000 francs pour 200 heures? Sabine Sherman. On ne fait pas 200 heures. Alors, donc, c'est-à-dire que dans l'entreprise, vous savez, ça a coûté très cher à l'entreprise, parce que depuis 1984, j'essayais vraiment de me la mettre, l'entreprise, en règle. Et il y a quelque chose tout à l'heure qui m'a fait réagir, c'est que j'ai personnellement aussi adressé des lettres comme ça pour les 10 minutes, et surtout pour des vitesses ou des cadences trop importantes, alors que ça n'était pas obligé de le faire. Le chauffeur avait le temps réel pour le faire, c'était vraiment, je fais ce que j'ai envie de faire, parce que j'ai toujours été habitué de faire ce que je voulais faire. Et résultat, à force d'avoir tiré et d'avoir voulu être en règle, je dois dire, monsieur Amar, que j'ai appauvri l'entreprise à un point qu'il est absolument inimaginable de connaître. L'entreprise a 72 ans d'existence. Je ne suis pas fier aujourd'hui d'aller sur la tombe de mes parents et leur dire tout ce que vous avez fait et tout ce que j'ai fait avec vous pendant des années arrive aujourd'hui au résultat que nous avons, parce qu'on a voulu suivre une réglementation sociale communautaire depuis des années. Parce que depuis 1956, dans l'entreprise Sherman, on avait des contrôlographes et on savait ce que c'était. Et on savait la peine des hommes. Et je la reconnais. Et je redis que c'est vraiment un métier très dur. Mais petit à petit, on a réduit les horaires de travail à les avoir environ entre 169 et 180 heures, et on donne effectivement 10 000 francs pour ces heures-là. Philippe Fournier, vous allez répondre, mais je voudrais que... Mais je sais que beaucoup d'entreprises ne peuvent pas le faire, monsieur Amar. Il faut avoir un travail très pointu, excessivement recherché, et il ne faut pas avoir trop de véhicules sur le dos, parce que sinon, vous ne pouvez pas assurer à l'heure actuelle des salaires pareils pour 169 heures. Brièvement, s'il vous plaît, brièvement, Philippe Fournier. Brièvement, moi je vous dis que je ne peux pas les donner. Voilà. Je n'ai pas les moyens de donner 10 000 francs pour 200 heures. Mes chauffeurs, moi j'ai deux sortes de chauffeurs, des chauffeurs qui font dans la zone courte et des chauffeurs qui font dans la zone longue. Et le problème, le nœud du problème, on l'a évoqué tout à l'heure,
Quand vous parlez d'un camion qui charge et qui décharge tous les jours, ou tous les 2 jours, ce sont les heures d'attente. On est en train de se battre tous sur le même problème, les heures d'attente. 3 heures par jour, c'est le minimum pour charger 33 palettes dans un camion et les vider 33. Parce que quand vous arrivez où que vous soyez, il faut que le chauffeur se les déballe. Il faut qu'il aille mettre les codes barres sur les palettes. Il faut qu'il aille se récupérer les palettes vides, se les trier. Donc 3 heures, multipliées par 20 jours par mois, ça fait 60 heures par mois. 250 heures, qu'on dit le maximum, moins 60 heures, on est dans les 190 heures. Le problème, il est là. Mais il a bossé, mais je suis d'accord avec vous qu'il est bossé. Mais je ne peux pas les donner parce que je n'ai pas les moyens. Madame et messieurs, je vous ai donné longuement la parole aux uns et aux autres. Si les téléspectateurs nous regardent, c'est parce qu'ils pensent évidemment aussi aux conséquences de la grève sur leur vie quotidienne. Donc je voudrais qu'on aborde les conséquences avec 2 témoignages. Donc Jean-Pierre Hainaut, dites-nous exactement votre fonction, vous êtes président. Je suis président national du Conseil des professions de l'automobile et je représente donc ce soir les 13 000 stations-service, exploitants de stations-service. La plupart d'entre eux sont des PME. Ce sont des gens qui souffrent beaucoup, qui ont pas mal de difficultés. Effectivement, ils sont aujourd'hui confrontés à un problème ennuyeux qui est celui de refuser la vente à leurs clients. Et puis je trouve qu'il y a quand même pas mal d'hypocrisie dans tout ce que j'ai vu, puisque à partir du moment où on dit on ne bloque pas la circulation, on prend quand même en otage un certain nombre d'automobilistes, puisqu'à partir du moment où ils n'auront plus de carburant, eh bien je ne vois pas comment ils pourront rouler. Alors il est tout à fait clair que nous avons connu l'année dernière un certain nombre de difficultés, nombre de ces entreprises, et en particulier également des concessionnaires en véhicules industriels et autobus que je représente également, qui ont eu pas mal de problèmes pendant cette période de grève, d'une part parce qu'ils n'avaient rien à donner à faire à leurs salariés, et d'autre part, quelques difficultés également à faire leur fin de mois. Je crois qu'effectivement, dans le pays, il y a pas mal d'entreprises qui ont des soucis. Mais ceci veut dire que nous ne pouvons quand même pas admettre, nous reconnaissons bien évidemment le droit de grève, il est tout à fait légitime, mais il est quand même tout à fait curieux qu'une partie de la population puisse faire en sorte d'empêcher les autres de se déplacer. Moi, je crois quand même que le droit de la mobilité est aussi important que le droit de grève. L'animateur, M. Amar, me donne la parole. Je vais donc répondre. Vous savez, je crois que, quel que soit... Vous n'en privez pas, de toute façon. Non, tout à fait, parce que figurez-vous que j'ai l'impression, non seulement j'ai l'impression, mais j'ai la certitude de défendre une cause, une bonne cause. Moi aussi, monsieur. Sinon, je ne serais pas là. Eh bien, nous sommes d'accord. Mais vous savez, je crois, monsieur, qu'effectivement, c'est le principe même de la grève. Je crois que quel que soit l'endroit où on fait grève, il y a obligatoirement gêne pour quelqu'un. Je prends volontiers l'exemple, allez, on va prendre dans une banque, lorsque les employés de banque font grève. Il y a gêne, il y a gêne pour le commerçant, qui lorsqu'il vient poser ses chèques ne veut plus les poser, et ne veut plus non plus sortir d'argent. Alors à partir de ce moment-là, je crois que si effectivement on ne rentre pas dans ce principe-là, nous n'avons plus qu'à faire comme au Japon, nous allons nous mettre un brassard avec marqué « en grève », et alors là je dois vous dire qu'effectivement, malheureusement, ça ne servira plus à rien du tout. Alors, et par contre, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, moi je regrette que l'on soit obligé d'arriver à la grève pour, vous voudrez quand même bien convenir, qu'à l'heure actuelle, 80% des représentants du patronat ne veulent pas venir à la table et qui vont peut-être quand même y venir parce qu'effectivement, ils ont subi un certain nombre de pressions. Alors, quel dommage. Je voudrais qu'on aille à Bordeaux, il y a des dépôts de carburant qui sont bloqués. Vous faites partie des grévistes qui bloquaient justement ces dépôts. Est-ce que vous êtes convaincu par les arguments de M. Hainaut, Christian de la Jacquelière? Écoutez, je suis un peu surpris quand même qu'encore une fois on utilise le même argumentaire, à savoir que nous prenons les usagers en otage. Le conflit routier que nous vivons aujourd'hui n'est pas un phénomène nouveau. Il faut savoir quand même que la plupart des accords qui ont été signés en novembre 96 sur le terrain, et malgré les propos rassurants qu'a tenus le président Petit, ne sont pas respectés. Le problème des salaires, c'est un problème qui est connu de l'ensemble de la profession. Et lorsque j'entends les personnes qui disent qu'on ne peut pas payer 10 000 francs pour 200 heures, il faut savoir quand même que nous faisons en moyenne nationale 61 heures par semaine. Qu'est-ce que ça veut dire 61 heures? Mais ça veut dire qu'on ne voit pas grandir les enfants, ça veut dire qu'on n'a plus de famille, ça veut dire qu'on est asservis au camion et à l'entreprise. Tout cela c'est inacceptable aujourd'hui et on a raison de se révolter. On ne prend personne en otage. Le conflit, il était prévu de longue date. Ce n'est pas notre faute à nous si nous sommes contraints d'utiliser ce que nous avons à notre disposition. Nous sommes ici sur un dépôt d'essence. Ici, tous les
les chauffeurs travaillent dans ce milieu-là. L'activité des transports d'hydrocarbures est assurée principalement par la route. Dans ces conditions, nous utilisons simplement notre outil de travail pour nous défendre. Est-ce que on vous prend avez... personne en otage, c'est inacceptable. Je voudrais qu'on aille à Lyon où Benoît Gradret va nous envoyer des images de barrages qui viennent d'être faits avec un chauffeur routier à ses côtés. Vous nous entendez? Oui, j'entends très bien, bonsoir. Bonsoir, je ne sais pas si on est bien à Lyon parce que là je ne peux pas du tout identifier le lieu. Vous avez entendu les arguments sur le barrage de Villefranche, oui. D'accord, près de Lyon donc. Vous avez entendu les arguments de M. Hainaut. Est-ce que vous pourriez être tenté de lever les barrages des dépôts de carburant ou pas? Ah bah écoutez, nous, non pour le moment, hein, tout reste bloqué hein, sur la région lyonnaise. Monsieur Amar, attends, oui. Je voudrais quand même dire quelque chose parce que je suis quand même un petit peu inquiète pour l'économie générale. Et puis, depuis tout à l'heure, et on l'a vu, vis-à-vis des chauffeurs, qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont des temps d'attente absolument invraisemblables, ils sont obligés de trier les palettes, ils sont obligés de les ramener, Dieu sait que les palettes, je connais ce que c'est, je sais ce que c'est, ça fait 20 ans que je me bats après. Ils sont obligés pratiquement d'étiqueter, donc en quelque sorte, ils ont là, devant eux, ceux qui sont en grande partie à la source des problèmes qu'ils ont et que nous avons avec eux. Quand vous avez un voisin de palier, laissez-moi parler, quand vous avez un voisin de palier qui fait Mais je voudrais du bruit, qu'on aborde les conséquences. Là. vous n'allez pas taper chez l'autre, vous allez taper chez l'un. Alors moi ce que je ne comprends pas, c'est qu'en fait, au niveau des carburants, pratiquement les flottes, où elles sont personnelles, où elles sont louées, on n'a pas intérêt à faire attendre des véhicules qui sont en location, et ils se vident eux-mêmes. Alors que l'autre problème, qui est le problème de chargeurs et de destinataires, on ne va pas chez eux les empoisonner. C'est tout de même, on va quand même s'attaquer au mal, monsieur Poletti. Joël Lecoq, attendez, alors Joël Lecoq et Jean-Louis Amato. Les 10 000 francs d'essence-heure, il faut les payer, mais on a un problème de société parce que si on les paye, ça veut dire que, effectivement, les transporteurs nous disent qu'on ne peut pas les payer. Oui. Mais il faut sûrement augmenter les tarifs du transport. Et là, on retombe sur un problème de société. Tout à fait. Mais nous sommes. Le gouvernement, vous permettez, est-ce que vous m'entendez? Bon. Je crois que tout à l'heure, j'ai entendu le conducteur là, qui nous a fait la démonstration. Il nous disait en Italie, on me bloque. À l'étranger, on bloque. Un des pays les plus libéraux, c'est la Grande-Bretagne. Quel est le transporteur français qui irait en Grande-Bretagne en infraction? Aucun. Parce que je vous affirme que vous ne faites pas 1 kilomètre et le véhicule est immobilisé et quelquefois, suivant l'infraction, le conducteur est mis en prison. Oui, exact. Bon, pays très libéral. Vous allez en Allemagne, c'est la même chose. Aucun transporteur français ne se hasarde d'aller en Allemagne avec un disque tout noir. Bon, en France, et il est quand même anormal que des entreprises comme les nôtres réclament des contrôles et des sanctions. En France, c'est la consignation en 900 francs pour les étrangers. Il y a des contrôles qui sont souvent mal ciblés. Mais messieurs, nous demandons des contrôles. Et nous voulons effectivement que les moutons noirs de la profession, qui existent chez les petits, vous m'avez flatté tout à l'heure, ça m'a fait très plaisir, mais je peux vous dire que même dans mon organisation, il y a des gens qui ne travaillent pas comme il faut. Bon, je le regrette. Et il y en a dans toutes les strates de la profession. Mais je crois, en 96, il y a eu une grève inopinée qui concernait 5 ou 6 entreprises. Pourquoi n'allez-vous pas faire la grève dans ces entreprises-là? Et pourquoi vous enquiquinez tout le monde? Je crois, M. Poletti, que l'année passée, nous avons mal vécu parce que les entreprises sérieuses, et vous le savez, il y en a, ces entreprises-là ont payé pour les mauvaises. Non mais monsieur Amato. Et vous savez que ça, c'est... Et je crois que ce monsieur, avec ses stations-service, je trouve ça tout à fait déplorable. Et aujourd'hui, nous pourrions, ensemble, et je crois que là, je vous aiderai, je suis favorable, effectivement, à sortir les moutons noirs de la profession. C'est de cela que nous souffrons. Monsieur Amato, on ne va pas se disputer tous les deux. Il faut que les disques soient systématiquement contrôlés. Et il faut des contrôles dissuasifs. On revient simplement sur les Français. Attendez, on revient sur l'ensemble, les uns et les autres. On revient aux conséquences. Je me dirige vers Rouen. Luc Bazizin, vous avez à côté Marcel Lecomte. Tout à l'heure, Marcel Lecomte, vous nous disiez que vous alliez un petit peu changer la forme de votre mouvement.
Il y a M. Hainaut qui a parlé tout à l'heure des blocages des dépôts de carburant. Est-ce que, par exemple, vous allez lever demain ces blocages-là? Demain, pas demain, mais dans les jours à venir, nous envisageons la possibilité. Pendant que je vous tiens, j'ai envie de poser une question à M. Hainaut. Comment vous faites, vous, M. Hainaut, pour faire grève? Bah, de toute façon, j'ai jamais eu tellement l'occasion de faire grève dans ma vie parce que j'ai dirigé des entreprises, j'ai fait beaucoup de négociations, je continue à en faire, puisque je rappellerai simplement que notre organisation représente plus de 417 000 salariés. Alors je sais ce que c'est que la négociation sociale, monsieur. Mais de toute façon, ce que je comprends mal, ou pas du tout, c'est que vos problèmes de palette, qui sont certainement des problèmes très importants, des problèmes de réglementation, qui sont quand même aussi des problèmes très importants, aujourd'hui, l'usager qui doivent en subir les conséquences. Alors là, c'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas. Monsieur Dupont ne peut plus rouler parce que vous avez des problèmes de palette. Je regrette, mais réglez vos problèmes entre vous. On peut pas vous laisser. Dufour. On peut pas vous laisser comme ça. Dufour. Robert Dufour. Robert Dufour. J'entends bien ce que disent monsieur. Bon, alors apparemment, moi aussi le mot otage me mérisse le poil. Hein. Bon, non, mais justement, mais il ne faut pas non plus que vous nous preniez nous en otage. Ah bah pas du tout. Parce qu'actuellement, quand on voit nos conditions de travail, nos conditions de salaire, nous sommes nous des otages, effectivement, de nos. Et vous croyez, monsieur, que s'il vous plaît, monsieur, j'ai eu la correction de vous laisser parler, je vous remercierai de vous me laisser parler. Pas un otage donc je continue. Nous sommes effectivement, nous, les conducteurs salariés, pris en otage par une certaine catégorie du patronat, qui a l'air de nous considérer effectivement comme moins que rien, d'exiger de nous de plus en plus de qualifications, de plus en plus de sécurité, de mieux en mieux être formés. Effectivement, on a connu une période de travail où on faisait n'importe quoi, n'importe comment. J'ai connu il n'y a pas longtemps une nouvelle période de travail où on devait, paraît-il, revenir dans les clous et assurer la transparence des temps passés au service de l'employeur. À partir de là, on devait rémunérer à 100% la totalité des temps passés au service de notre patron. Aujourd'hui, apparemment, cette solution ne semble plus tellement vous agréer, et on voudrait revenir dans un mécanisme qui viendrait à dire qu'en fonction d'un salaire moyen par rapport à une rémunération annuelle garantie, nous serions tentés, sans avoir de taux horaire, mais avoir une durée de service qui reste à déterminer, mais en moyenne à 200 heures par mois, et c'est bien l'adjectif qui est dans votre document, une durée moyenne de 200 heures par mois. Bon, moi mes copains ils l'ont dit, c'est 60 heures par semaine. Multiplié par 4 semaines 33, ça fait plus de 260 heures par mois. Ils ne sont pas tous, c'est à 60 heures par semaine, hein, quand même. Faut pas généraliser. Non, s'il vous plaît. Ne généralisez pas, en respectant le 38-20. On ne va pas parler de détails, mais vous savez que nous avons la seule réglementation européenne, c'est celle qui régit les heures de conduite. Non, mais je parle, on ne va pas parler de 38-20, on parle aux gens qui ne connaissent pas. Laisse-moi finir. Je dis qu'actuellement, on a une durée de service dans l'entreprise où effectivement on est pris en otage. On fait ça d'un vouloir économique. Plus les heures d'attente. Et le vouloir économique que vous refusez vous-même aux conducteurs, aux salariés du transport, le problème pour la contrôler générale. Alors je crois qu'il faudrait équilibrer les propos. Non, l'un et l'autre, je vous laisse terminer cet échange. Je veux revenir aux conséquences. Nous aussi, on est des otages quelque part. À propos du carburant, je voudrais donner la parole à Jean-Claude Reverdy. Vous êtes grossiste en fruits et légumes, c'est ça? À Rungis. Alors comment percevez-vous cette grève, ses conséquences? Eh bien, avec beaucoup d'inquiétude pour le moment. Parce que nous avons de la difficulté à trouver des transporteurs qui veulent acheminer la marchandise. Comme l'a évoqué M. Fournier tout à l'heure, il y a deux cas de figure qui se présentent. Le transporteur qui ne veut pas exposer ni ses véhicules ni son personnel à des blocages dans les barrages, et d'autre part, la responsabilité qu'il encourt lorsqu'il transporte des marchandises périssables et des marchandises très périssables comme les nôtres qui sont des fruits et légumes. S'il reste plusieurs jours bloqués dans un barrage, eh bien, elles ne sont plus commercialisables à l'arrivée. Donc c'est un gros problème pour nous. Aujourd'hui, nous avons eu beaucoup de mal à nous approvisionner. Nous n'avons pas encore de difficultés, il ne faut pas exagérer. Mais si la situation perdure quelques jours, vers le milieu de la semaine, la fin de la semaine, nous aurons des difficultés à continuer à fournir l'approvisionnement en fruits et légumes frais. Michel Fleureau, vous êtes sensible à cette inquiétude? Moi, je suis très intéressé qu'il y ait un grossiste en fruits et légumes, parce que je suis routier. Et je vais vous dire un exemple. Je suis arrivé chez des marchands de fruits et légumes, là, pour faire des ramasses.
11h du matin. On finit à 1h du matin à Valence. Il faut être à 4h à Saint-Étienne au marché de Gros. Et puis après, il faut se taper 13 clients à vider. Ben messieurs les producteurs de fruits et légumes, il y a ras-le-bol de vous. Je suis pas. Les routiers, les je représente la filière. Les grossistes et tout ce qu'on veut. Je représente la filière. Vous nous emmerdez, on fait du juste à temps avec vous, en permanence, tout le temps, tout le temps. On tire comme des cinglés pour vous. On monte toute bout sur l'autoroute du Sud. Rappelez-vous, Van Nettveld avec son frigo, il en a tué 10 à cause de vous. 10 à cause de vous. Les marchands de fruits et légumes, il y en a ras-le-bol de vous. Il y en a marre des marchands de fruits et légumes, comme la grande distribution. J'ai pas souvenir, nous ne sommes pas la grande distribution. On est bien les otages d'une certaine forme de patronat français. Vous avez parlé de respect. Vous avez parlé de respect des chauffeurs. Je pense qu'à Rungis, nous respectons... Arrêtez, ne parlez pas du respect dans le primeur, hein, dans le frais. Hein. Surtout pas de respect des chauffeurs dans le frais. Hein. Monsieur, alors là, m'en parlez pas. Hein. Pas les chauffeurs. Les chauffeurs, vous les prenez pour des... Je vais vous dire, dans le frais, les chauffeurs, vous les prenez pour des sous-merdes. C'est tout ce que vous les prenez. On est obligé de charger nos camions. On roule comme des cinglés et quand on arrive, on vide encore. Non, je pense que on vide encore. On a juste le temps de boire un café. Les gens qui transportent des fruits et légumes sont toujours les mêmes. Généralement, sont des spécialistes dans les produits. C'est des spécialistes qui partent de Perpignan. Ils partent de Perpignan à 8h du soir et à 5h du matin sur Rungis. De Perpignan, il y a très peu de trafic. Il y a très peu de trafic. Il y a un trafic ferroviaire. Ils ont roulé en débridant pour réussir à vous vider. Ils sont obligés de débrider, les mecs qui tournent à 110. Écoutez, je suis routier, je vais sur l'autoroute. Les gars, ils montent à 110 les frigos. De Perpignan, vous ne pouvez pas monter beaucoup de fret, autrement, vous refusez la marchandise. Ah bon, et quoi vous nourrissez les Parisiens alors? Nous allons le 17 novembre organiser une grande émission sur l'emploi, et évidemment sur le chômage en partenariat avec le Parisien. Ouais. Et nous verrons à quel point le chômage génère une crise, génère une tension dans les relations sociales, et c'est normal, avec une grande amertume. Là, je suis frappé, je vous entends les uns et les autres, de constater qu'il y a une tension entre ceux qui travaillent, qui ont du travail, une tension sociale, une tension économique. Et depuis le début de l'émission, évidemment, je vous écoute. Et alors, évidemment, il y a des raisons objectives, on le voit, les revendications salariales. Mais même au-delà de ces revendications salariales, il y a une véritable crispation des relations économiques, des relations sociales. Monsieur Amar, la semaine dernière, tout le monde attendait des stocks. Voilà, agressez-moi, ça vous fera du bien. Allez, mais je l'explique à tout le monde, parce que ça vaut quand même le coup. Vous avez entendu tout le monde, qu'il soit sur les barrages, qu'il soit ici, et même nous, on le sait dans nos entreprises. Il n'y a personne sur les quais pour vider les camions. Il y a un gars en blouse blanche avec un crayon Bic, c'est tout. Et ça ne vide pas un camion. Par contre, la semaine dernière, on voulait des stocks. Alors là, on s'est dépêché d'aller à la NPE, chercher 3-4 Pékins, à qui on a fait décharger les camions. Et là, ils n'attendaient plus, les camions, sur les quais. Ah ouais. Vous allez me dire quelque chose, c'est quand même extraordinaire, parce qu'il fallait rentrer de la camelote à tout Merzingue, on a rentré de la camelote, et ça je suis bien sûr qu'il y a les chauffeurs à qui c'est arrivé, et d'un seul coup les gars, ils étaient comme des pachas, ils étaient comme des pachas, il y avait du monde, et bien ils ont qu'à continuer de faire pareil, ils ont qu'à prendre du monde, des gens qui sont au chômage, qui n'ont pas de qualification et qui sauront décharger les camions. Et au moins nos gars, ils n'auront pas des temps d'attente aussi longs, et ils pourront dormir. Allez. Vous savez, c'est moi qui demande toujours à nos invités de ne pas applaudir. Attendez, non, s'il vous plaît. Moi qui demande toujours à nos invités de ne pas applaudir, de ne pas siffler, là, ces applaudissements ont un sens. Il y a une patronne qui se fait applaudir par des chauffeurs routiers. Ah oui. Je comprends bien. Alors parfois vous vous opposez et parfois vous êtes ensemble. Mais on est tous des chauffeurs là. Monsieur René Petit. Je crois qu'il est vrai qu'il y a des filières transport, qu'il y a des systèmes de transport aujourd'hui en France et dans l'Europe qui posent des problèmes graves vis-à-vis des conditions de travail des conducteurs, vis-à-vis de la dignité des hommes qui conduisent les camions et même vis-à-vis de la sécurité. Seulement, il y a une hypocrisie générale. Une hypocrisie générale. Tout le monde ferme les yeux sur ces filières. On met un inspecteur du travail à l'arrivée souvent. Un point, c'est tout. Et tout continue comme avant. Je regrette vraiment que Jean-Claude Guessot ait décliné l'invitation, parce qu'il vous aurait écouté avec intérêt. Ils le savent. Moi, depuis tout à l'heure, j'entends taper. Pas toujours. J'entends taper depuis tout à l'heure. J'entends taper depuis tout à l'heure sur les contrôles. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'effectivement, les contrôles sont bien faits. Seulement